de l'installation des capteurs IoT à Denise. Je me présente, Oriane Poulage, je suis en charge du marketing de l'offre pour les capteurs IoT. Bonjour et bienvenue, je me présente, Théo Malafosse, je suis technicien au support client. Tout au long de ce webinaire, nous allons aborder le thème de l'installation et de la préparation de l'installation des capteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous essaierons d'y répondre à la fin, de laisser un temps de questions-réponses pour l'ensemble de vos questions. Pour le webinaire, nous allons proposer 4 parties. Une première partie sur comment préparer son installation sur site. Ensuite, comment préparer les produits et les configurer. Ensuite, Théo vous présentera différents cas d'installation terrain. Et on finira par une partie sur le décodage de nos capteurs. Tout d'abord, réseau public, réseau privé, comment choisir? C'est souvent une question que l'on a. Il y a pour chacun des avantages et des inconvénients. Premièrement, le réseau privé. Grâce au réseau privé, on peut maîtriser la couverture réseau sur site puisqu'on place soi-même ses gateways. On maîtrise également les coûts puisqu'on sait le montant que l'on dépense sur son infrastructure réseau et on est capable d'augmenter le nombre de points sur son réseau sans avoir des coûts exponentiels. Ça permet également une gestion de la donnée en local puisque la donnée transite sur la gateway qui est présente sur site et qui communique directement au serveur directement sur site et évite en fait cette transition par un serveur qui serait distant ou sur le cloud dans le cas par exemple d'un réseau opéré. En revanche, mettre en œuvre une couverture réseau privée nécessite une certaine expertise pour déployer les gateways et savoir comment les positionner et les mettre en œuvre. Bien évidemment, des coûts d'investissement au démarrage, des coûts d'investissement matériel et des coûts d'investissement humain, du temps homme, en fait, pour le déploiement de cette infrastructure. Qui dit déploiement de l'infrastructure dit également sa maintenance, bien évidemment, si on veut avoir un réseau qui fonctionne dans le temps, il faut savoir le maintenir et le conserver. À l'inverse, lorsque l'on est en réseau opéré, le réseau est prêt à l'emploi, il est géré par l'opérateur qui l'administre. Souvent, il y a une plateforme IoT qui est mise à disposition pour récupérer la donnée. Certains des opérateurs proposent même des plateformes qui traitent déjà la donnée et qui interprètent déjà la donnée. Les réseaux opérés sont souvent avec une couverture nationale, ce qui permet d'avoir des points qui peuvent être éparses au niveau du territoire et qui permet de couvrir une zone plus large, là où au réseau privé, on couvrira quelques kilomètres avec une gateway. Le réseau national permet cette couverture nationale. Et ensuite, bien évidemment, avec les accords de roaming internationaux entre différents opérateurs, vous pouvez, dans les cas de, par exemple, déplacement de produits, prévoir des déplacements à l'international grâce à ces partenariats. En revanche, avec un réseau opéré, on dépend de la couverture proposée par l'opérateur. Donc, on peut parfois tomber dans des zones dites blanches, c'est-à-dire non couvertes. Et bien sûr, on a des coûts de déploiement en grande échelle, puisque qui dit réseau opéré dit abonnement à ce réseau. Et donc, on paye un nombre d'abonnements en fonction du nombre de devices. Et plus on déploie de devices, plus il y a des abonnements à payer, même si ceux-ci sont dégressifs. En tout cas, en cas de problème de couverture réseau sur un réseau opéré, on peut tout à fait amplifier ce réseau à l'aide de répéteurs ou de gateways fournis par des opérateurs. Tout à fait. Et on peut même dire aussi qu'il existe des réseaux dits privés opérés. Ce sont des réseaux qui sont administrés par un opérateur, mais qui ont la force et la capacité de proposer, par exemple, de la couverture en local. On citera par exemple We6 Labs ou Requea, ce genre d'administrateurs qui permettent ce mix, subtil mix entre réseaux privés. Alors, quoi faire lorsque l'on commence pour une installation sur site? Eh bien, on va commencer par un radio mapping. Le radio mapping, c'est le nom qu'on lui donne, nous, chez Adonis. C'est le fait de capter certains points là où on veut mesurer la donnée pour vérifier la couverture du réseau. Dans 2 cas, si on est en réseau privé, on veut qualifier ces points pour être sûr de positionner correctement là où les gateways nécessaires sur le site et avoir la meilleure couverture au niveau des points de mesure observés.
Lorsque l'on est en réseau public, il y a deux possibilités. Soit on veut qualifier quel est le meilleur réseau sur site, est-ce que c'est LoRa, est-ce que c'est Sigfox par exemple, et même dans les réseaux LoRa, quel est l'opérateur qui serait potentiellement le plus performant sur mon site pour faire le choix de son opérateur. Ou on peut déjà s'être engagé auprès d'un opérateur ou avoir un accord, par exemple, avec l'opérateur dit en question, et on vient qualifier ce réseau-là sur site pour valider que l'ensemble des points sont couverts par ce réseau. Tu nous présentes c'est un rapport de radiomapping que l'on a fait. Oui, c'est ça, c'est un rapport de radiomapping d'une intervention qu'on a réalisée dans un CHU. Donc on voit sur le plan en haut, donc les points jaunes entourés de rouge sont les points critiques où le client souhaitait faire de la télérelève ou de compteur ou de la relève de température. Donc on a fait le tour de tous ces points avec un testeur de réseau afin de valider la bonne présence du réseau. On peut voir des exemples de mesures réalisées en bas de page. Donc avec les niveaux de SNR, de RSSI qualifiant la qualité du signal. Ça permet avec ce genre de rapport du réseau sur site et potentiellement prendre connaissance de certaines faiblesses et comme tu le disais, de mettre en œuvre des solutions pour complémenter le réseau. Notamment dans une aile du CHU, il y avait un problème de réseau. On a dû rajouter une gateway COD Obgenius. Tout à fait. Ensuite, une fois qu'on a qualifié son réseau, finalement, pour bien préparer son installation, il faut suivre une certaine petite checklist que l'on vous présente aujourd'hui, qui n'est absolument pas exhaustive et qui peut être complétée. Nous, aujourd'hui, ce que l'on préconise, c'est de bien repérer les équipements interfacés sur site. Quand on dit connaître les équipements interfacés, c'est connaître leur modèle, potentiellement télécharger leur documentation pour bien les connaître et savoir comment paramétrer ensuite nos produits qui s'interfacent à ces équipements. Oui, c'est important notamment pour le produit Modbus ou le produit Pulse qui s'interface avec différents types de compteurs ou esclaves Modbus. Tous ces esclaves Modbus ont des adresses et des paramétrages de liaison différents. Les compteurs ont des points d'impulsion différents. Il faut bien prendre connaissance de tous ces éléments pour pouvoir configurer convenablement les produits. Une fois que, comme tu le dis, on a pris connaissance des équipements, en fait, on va, comme tu dis, configurer les capteurs de Nice. Et donc, pour ça, bien télécharger les user guides, prendre connaissance des capteurs, prendre connaissance des différents paramétrages à réaliser. Tu parlais des points d'impulsion très problématiques s'ils sont mal paramétrés, par exemple pour la remontée des index. Ensuite, on va prendre en compte les contrats d'installation sur site. On va prendre en compte, par exemple, les autorisations associées. On parle d'autorisation, c'est l'autorisation d'intervenir. Il y a certaines zones qui peuvent être soumises à restriction. On parle des autorisations pour, par exemple, percer les murs. C'est pas toujours autorisé. Enfin, voilà, tout l'ensemble des contraintes qui peuvent être associées au site. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, des contraintes radio également, pour pouvoir prendre en compte toutes les recommandations, par exemple, du rapport de radiomapping. On va également demander la bonne disponibilité des sites à installer, ça c'est très important. Oui, effectivement, quand il reste des travaux à faire sur un site, ça va être problématique pour nos produits, qu'il y ait des câbles arrachés, qu'il y ait de nouvelles conduites de câbles qui bloquent les ondes radio. Nous, on préfère chez Adonis, c'est travailler quand un site est déjà disponible et prêt à interfacer. Éviter les grosses œuvres, etc. Voilà, arriver quand tout le site est fini pour juste poser les capteurs pour l'observation. Et enfin, une fois qu'en fait on a pris connaissance de l'ensemble des équipements, des contraintes, etc., finalement, on est en mesure de prendre l'ensemble des outils nécessaires à l'installation pour fixer correctement les capteurs, pour par exemple le câblage, on parlait du Modbus, choisir le bon câble d'interfaçage Modbus, ou tout élément pouvant amplifier le signal radio, on parlait des répéteurs ou des gateways par exemple. Une fois que l'on a préparé et qu'on a fait cette checklist sur site, finalement, on va passer à la préparation des produits. Pour préparer les produits, une des premières choses, c'est configurer les produits et là, différentes questions vont se poser. Les questions sont souvent à quelle fréquence est-ce que j'ai besoin de ma donnée? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite? Alors, le tout de suite est relatif au LP1, mais est-ce que finalement j'ai besoin de cette donnée avec des points dans le temps ou est-ce que finalement je n'ai besoin que de données sur alarme avec des seuils, par exemple? Oui, il existe différentes fonctions d'envoi de données sur nos produits. Il existe un mode historisé où le produit on peut configurer le produit pour faire une relève heure par heure et n'envoyer que la donnée finale des 24 données de la journée une fois par jour.
Tout à fait. En fait, ce genre de mécanisme, quel intérêt ça a? C'est qu'en fait, le rapport envoi-autonomie est très important en fait en LoRa ou en Sigfox, en LP1 en général. C'est-à-dire que plus on envoie, plus l'autonomie baisse. Et en fait, on va rentrer dans cette balance qu'on vous a proposée à droite, qui est quelles données j'ai besoin et de quelles données utiles j'ai besoin et que je suis en capacité de traiter, et de quelle autonomie j'ai prévu pour mon business model et mon retour sur investissement. Et finalement, c'est faire le ratio entre cette balance pour trouver un point d'équilibre qui permettra à la fois d'avoir le bon nombre de données dans la journée et également d'avoir une autonomie qui soit compatible avec son business model. Donc, une fois qu'on a passé en fait cette balance d'équilibre, les dernières questions à se poser pour une configuration correcte, c'est finalement avec quel capteur je dois m'interfacer ou avec quel équipement. On en parlait un peu précédemment, parce que tout ceci va déterminer aussi les paramétrages des registres de nos capteurs pour être compatibles avec le site observé. Pour configurer ma solution chez Adonis, l'IoT Configurator. Théo reviendra vers ce sujet juste après les deux autres points. On a ensuite CarePlus. CarePlus proposé en deux parties. La partie plateforme Care qui, elle, permet une interface un peu simplifiée, comme vous le verrez dans l'IoT Configurator. C'est un peu le même principe que l'on reprend dans la plateforme Care et qui permet une reconfiguration 1 à 1 des devices à distance via le réseau. Ensuite, CarePlus comprend une deuxième qui, elle, peut être dit FOTA, Firmware Over the Air, qui permet une reconfiguration des capteurs ou une mise à jour des firmware grâce à un dongle radio sur site et pour une flotte de capteurs au complet. Pour CarePlus, si vous avez plus d'informations, si vous voulez plus d'informations, on a déjà effectué un webinaire sur ce sujet. Vous pouvez demander à voir la vidéo récapitulative de ce webinaire ou bien évidemment poser toutes vos questions à la suite du webinaire. Comme je le disais, via les réseaux, on peut en fait reparamétrer les produits. C'est finalement ce que l'on propose dans la plateforme Care, mais que l'on a déjà mis en œuvre, déjà préparé, on va dire, et que vous n'avez pas à refaire. Mais si vous souhaitez le faire dans vos interfaces et potentiellement dans vos plateformes clients, en fait, dans les Technical Reference Manuals, les TRM, nos anciens user guides qui sont à l'ancien format et qui comprenaient toute l'information, vous avez l'intégralité des trames et de façon tout à fait transparente comment former les trames. L'encodage et notre trame, tout à fait. Voilà. Et du coup, vous avez à la fois les trames montantes et les trames descendantes accédées par nos produits. Et donc, grâce à ces documentations-là, vous êtes capable d'encoder des trames qui seront compréhensibles par notre produit, qui permettront une reconfiguration à distance via vos outils. Voilà pour les réseaux. Je te laisse, Théo, présenter peut-être l'IoT Configurator et quelques subtilités de l'outil. Alors, donc, notre logiciel IoT Configurator, donc disponible sur Android et sur Windows. Donc, il se présente ainsi. Nous avons donc une première page d'accueil avec deux raccourcis, un directement pour connecter le produit et un pour mettre à jour le catalogue produit. Il faut savoir que nos produits évoluent assez souvent de firmware et de version. Et la version de IoT Configurator doit être mise à jour avec une connexion Internet pour pouvoir se connecter à nos nouveaux types de produits. Alors, on va faire un essai de connexion, donc là sur un Comfort que vous voyez ici. On clique sur connecter, tout va bien. En haut à gauche, on a toutes les informations relatives au produit et à son identité. Donc, on voit son nom, sa référence interne à Adonis, sa connectivité, donc LoRa One Europe ici, le numéro de série du produit qui, en LoRa, est aussi le DevEI, et les versions firmware donc de l'applicatif et de la radio. Ensuite, dans les menus ici, nous avons la partie applicatif configuration. C'est ici qu'on va pouvoir gérer les périodes de transmission, le mode de fonctionnement du produit. Donc ici, on voit que le produit est démarré, donc il pourrait être en mode parc, c'est-à-dire en mode sommeil ou en mode production. On peut aussi, avec le petit bouton ici, avoir une explication un peu plus détaillée de chaque champ à paramétrer. Donc on a le numéro de registre qu'on va retrouver dans le user guide, les valeurs par défaut, les ranges, toutes ces choses. En dessous, on a la partie configuration réseau, Network Configuration. Ici, on va pouvoir gérer
différents paramètres relatifs au réseau, donc le paramétrage de l'ADR, du duty cycle, si on veut fonctionner en OTA ou en ABP. Dans le champ OTA, on peut retrouver les clés du produit. Si on a besoin de provisionner le produit et qu'on n'a pas les clés à disposition, on peut les retrouver directement à l'intérieur du produit. En dessous, on a un mode Advanced. Donc ce mode Advanced ici, dans le cas du Comfort, n'est pas forcément très intéressant. Par contre, pour par exemple le FTD, il nous permet de lire les 100 dernières données lues par le produit, donc les 100 dernières tests radio, on va dire. Pour le cas du Modbus, il permet de faire une écriture ou une lecture d'un registre Modbus sur un esclave Modbus. Et pour le TIC, il permet de faire une lecture automatique des étiquettes d'un compteur électrique. Voilà, ça peut être utile pour notamment tester les configurations en amont et valider des configurations, surtout lors de contextes de produits un peu plus complexes. Tout à fait. Voilà. Alors, dernière chose intéressante, dans les 3 petits points tout en bas à droite de l'écran, on peut exporter une configuration. Donc, si on a par exemple une batterie de 20 produits à configurer de la même façon, on en configure un, on exporte la configuration comme ceci. Et après, on déconnecte le produit, on connecte le produit et on vient importer la configuration qu'on a enregistrée au préalable. Et ça, tout se fait automatiquement. Ça peut être pratique, voilà, dans le cadre de plusieurs déploiements. J'anticipe une question qui pourra nous être posée peut-être par la suite, c'est que l'IoT Configurator aujourd'hui est proposé en anglais. Une version française est prévue d'ici la fin de l'année sur ce sujet. Et donc, voilà, je vous l'annonce dans ce webinaire, une version française sera proposée très prochainement. Ensuite, une fois qu'on a configuré, finalement, il faut câbler les capteurs. Il y en a beaucoup de nos capteurs qui nécessitent un câblage, soit un capteur, soit un équipement. Tout d'abord, on a plusieurs typologies de boîtiers chez Adonis. On a le boîtier historique, le petit, comme celui-ci. On a le boîtier IP68 long qui était proposé à travers le Delta P, qui du coup est fermé par des vis et permet une étanchéité supplémentaire. Le boîtier IP68 petite taille, voilà, pour poser sur le temps. Et on a les boîtiers Smart Building qui sont les boîtiers blancs qui permettent, eux, d'être proposés plutôt dans des interfaces ou dans des pièces où l'on peut voir le capteur, là où les autres vont être plutôt cachés dans les zones ombres du bâtiment. Du coup, pour les câbler, il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir. Alors, pour ouvrir nos petits boîtiers, ici, donc un Pulse comme ceci, pardon. Il faut exercer une pression sur le presse étoupe comme ceci, hop, pour tirer le produit, sortir de sa glissière pour avoir accédé au port USB et au bornier. Donc ça, c'est pour notre petit capteur IP67. Pour nos produits Smart Building, il y a une encoche en haut, donc il faut utiliser un tournevis ou une touillette à café. L'accessoire ultime pour ouvrir le produit. Pour le refermer, il faut bien faire attention à ne pas écraser le bouton, la mécanique du bouton sur le bouton électronique. Hop, voilà, et commencer par le bas, clipser en haut. Voilà, bien commencer par le bas, c'est important pour être sûr que ça ne soit pas décalé au niveau de la glissière. Nos produits IP68, c'est un peu 68, pardon. C'est un peu comme les petits produits, mais avec 2 vis Torx à dévisser. Donc là, bon, je ne vais pas faire la démo, ça va être un peu long. Et pareil pour le boîtier petite taille. Et voilà, les vis doivent être correctement vissé, si j'ai envie de dire, pour bien presser le joint qui est proposé en dessous, ce qui permet l'étanchéité des produits. Bien vérifier que le joint ne soit pas plié ou, voilà, ou pincé. Une fois qu'on les a câblés, on peut enfin venir passer à la partie installation. Pour la partie installation, il reste quelques petits points à observer. Tout d'abord, le test réseau. On a parlé du radio mapping avant. C'est une étape que l'on conseille fortement chez Adonis, mais qui n'est pas forcément toujours obligatoire. En revanche, le test réseau, lui, à l'installation, il est extrêmement important. Toujours avoir un FTD avec soi lorsque l'on installe, c'est primordial parce que ça permet d'affiner la position des émetteurs. On le sait que trop bien, un LP1 d'un mètre à un autre, cela peut complètement varier la typologie et la qualité du lien radio, notamment en fonction des éléments qu'il y a autour. Et donc, ça permet d'affiner la position en pouvant les déporter ou, comme le disait Théo tout à l'heure, mettre en place des répéteurs ou couverture complémentaire sur site. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un testeur de réseau sur site.
Et ensuite, quelques rappels théoriques des règles radio LoRaWAN et Sigfox. Nos capteurs, souvent, à part pour les boîtiers blancs, mais l'antenne est en haut, pour les autres, on voit bien l'antenne où elle est. C'est important de bien positionner les capteurs à la verticale quand on les installe, parce que la radio irradie en fait comme ceci, ce qui permet une portée longue et sur de grandes distances, hein, c'est le principe des LP1. Si vous le positionnez comme ceci, vous comprenez bien que la radio irradie vers le haut, le plafond et le sol, et que du coup la portée forcément est moins bonne. Donc bien vertical. On conseille 1,50 m au minimum parce que ça permet justement de faire cet effet parapluie longue distance. Plus on est bas, plus le réseau couvre au niveau des pieds, ce qui est moins adapté. Et on conseille de décaler de 20 cm d'une paroi, tout simplement parce que ça peut inhiber un petit peu la radio. Alors plus on est proche du mur, plus ça inhibe, notamment parce que le béton armé est déconseillé en radio, l'eau et le métal. Voilà. Donc, ce sont des règles théoriques. On verra par la suite qu'on ne peut pas toujours respecter ces règles-là. Mais néanmoins, si on devait récapituler, c'est bien produit à la verticale, 1,50 m du sol, si possible décollé de la paroi. Voilà, ça, c'est les 3 règles importantes. Pour ton installation, Théo, finalement, tu as besoin de quoi dans ta mallette? Alors, dans ma mallette, déjà au préalable, pour mon installation, je fais en sorte que tous mes produits soient approvisionnés sur leur réseau pour être sûr qu'ils fonctionneront du premier coup. C'est vrai que ça peut être utile et c'est souvent compliqué de tester si l'installation est fonctionnelle quand ils n'ont pas été déjà provisionnés, parce que finalement, on le saura qu'a posteriori et ça peut forcer à réintervenir sur site, et c'est ce que personne ne souhaite. Si on arrive sur un site où il n'y a pas de connexion Internet, des fois on peut être très embêté si on n'a pas provisionné les produits avant. Alors, pour mon installation, de quoi ai-je besoin? Donc, pour ouvrir nos produits IP68, d'un jeu de clés Torx, ce qui va permettre d'ouvrir les boîtiers et de les refermer. Pour positionner les produits sur un mur, je peux avoir besoin, si je n'ai pas d'autorisation de perçage, de colle ou de scotch double face. Sinon, si j'ai des autorisations, je peux bien sûr mettre un ride-in. Tous nos produits peuvent s'enclencher sur un ride-in. Hop. Voilà. Ensuite, un jeu de tournevis, classique. Tout le monde a un jeu de outils. Un câble, une pince coupante. Pour câbler. Pour câbler, tout à fait. On peut aussi fixer les produits sur des mâts à l'aide de riselant. On verra que c'est quand même globalement un cas d'installation privilégié. Oui, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est assez simple, effectivement. Et sinon, ensuite, important, on ne voit pas très bien à l'écran, mais un aimant qui nous permet en fait de démarrer tous nos produits sans passer par IoT configurateur. Exactement. Alors, c'est un aimant de 2 kg. Voilà, c'est l'aimant qui est conseillé pour pouvoir démarrer nos produits. Peut-être un dernier que tu as glissé en dessous. Effectivement, il était caché en dessous. Un tournevis 2 mm pour nos boîtiers, pour câbler nos produits sur les cartes. Les connecteurs Phoenix sont assez petits, donc il faut un petit tournevis 2 mm. Exactement. Donc, une fois qu'on a préparé sa mallette à outils, on a fait sa checklist en avant sur site pour connaître les équipements interfacés, on a prévu dans sa boîte à outils. Ça, c'est le standard, on va dire, mais bien sûr, on rajoutera tout ce qui est nécessaire à une installation. On parle de Modbus, potentiellement, il y a des câblages supplémentaires qui sont nécessaires. Idem pour le kit. Voilà, on adaptera sa boîte à outils, mais une fois qu'on a fait tout ça, finalement, on peut passer maintenant à l'installation. Donc, on va vous proposer différents cas d'usage que l'on a pu rencontrer sur le terrain autour de nos produits. On va commencer par la température et, par exemple, les réseaux d'eau chaude sanitaire. Oui, donc ici, on est dans une chaufferie, on a installé des produits tempes sur des conduites d'eau. Donc on voit qu'on a installé donc sur la photo à droite des tempes à l'aide de riselant pour le coup sur des passages des conduites. Et on a tiré les sondes directement sur les conduites d'eau en bas. On a plaqué les sondes sur le métal directement à l'aide de riselant aussi. Donc, effectivement, avec le produit TEMP, donc, comme on le disait, il y a les COS qu'on peut positionner directement en applique. Certains de nos clients utilisent également de la pâte thermique pour
pour conduire la chaleur correctement autour de la cosse. Mais ce qui est possible aussi, c'est d'utiliser un doigt de gant de diamètre interne 1 cm pour être compatible avec nos sondes. Ces doigts de gant peuvent être déjà prêts sur site et il faut que l'installation soit compatible. Mais si vous avez la possibilité, les doigts de gant permettent d'insérer la sonde à l'intérieur du dispositif et ainsi d'être au plus près. Directement à l'intérieur de voilà, à l'intérieur du conduit et d'être au plus près de l'eau en fait, et de la température de l'eau à observer. Ensuite, donc des relèves de température dans des zones réfrigérées. Donc la photo d'en haut est un cas assez intéressant vu que c'était dans une chambre froide et la radio ne passait absolument pas à l'intérieur de la chambre froide. Donc il a fallu positionner le produit en dehors de la chambre froide et avec l'accord du client, passer la sonde de température à travers un trou jusqu'à la chambre froide. Donc on voit ici le produit positionné en dehors de la chambre. En dessous, donc on a deux cas de frigo. Un frigo porte ouverte et un frigo porte fermée. Donc on voit déjà la différence. Le frigo porte ouverte a pu positionner le produit à l'intérieur, le signal captait bien. Et le frigo porte fermée, donc on voit les deux produits un peu cachés au-dessus, ont dû être, comme pour la chambre froide, positionnés en extérieur avec la sonde de température insérée à l'intérieur. En fait, on fait en fonction de la possibilité sur site. Là, comme on voyait sur les deux produits, en fait, finalement, il y avait peu d'espace, mais on a réussi à les cacher des frigos. Alors ici, des compteurs d'eau donc relevés par des pulses, donc qui vont relever les impulsions transmises par le compteur. Donc on voit le compteur d'eau. Donc on a positionné le capteur un peu en hauteur pour des raisons radio évidentes, et on a collé sur le côté. Et on a collé parce que le client ne souhaitait pas qu'on perce des trous dans le mur. Alors, ça n'est pas forcément très conseillé, mais ici, dans ce cas-là, la radio, enfin, le niveau de la radio était très bon, donc c'était complètement envisageable. Et puis, on a quand même respecté les 1,50 m. Voilà, on a essayé, voilà, il est à la verticale, il y a les 1,50 m, il n'y a pas les 20 cm. Voilà, bon. On fait au mieux en fonction des installations. Alors, sur la photo à droite, on est dans un gros coffret bleu en extérieur? Non, en intérieur. En intérieur, celui-ci. Donc, on a positionné le capteur, enfin, le client souhaitait absolument que le capteur soit positionné à l'intérieur du coffret. Et en fait, le coffret porte fermée, la radio ne passait pas du tout. Donc, avec accord du client, on a dû installer une gateway au-dessus du coffret sur le toit de cette pièce, il me semble. Exactement. Et en fait, pourquoi le client ne souhaitait pas qu'il soit en dehors, on le verra, ça concerne beaucoup aussi les pulses, notamment sur le gaz, c'est que en fait, pour des raisons de vandalisme, on ne veut pas mettre le produit à l'extérieur et donc on veut qu'il soit sécurisé à l'intérieur, sauf que ça engendre tous les contraintes que tu viens d'expliquer, notamment du fait que les caissons sont souvent métallisés. Bon, et en dessous, on a simplement positionné le produit sur une conduite à l'aide de colliers, hein, comme précédemment, pour relier le compteur qui est en dessous. Toujours pareil, on voit qu'on a réussi à le positionner en hauteur, si possible un petit peu décalé du mur. On a bénéficié d'une conduite et on a utilisé les fameux rilsans qui peuvent être extrêmement pratiques sur site. Voilà, on a essayé de respecter l'ensemble de ces règles-là. Donc ici, des exemples de relève de compteurs de gaz. Donc souvent dans des coffrets métalliques, pour même raison, les clients souhaitent que les capteurs soient positionnés à l'intérieur du boîtier, ce qui pose aussi des problèmes de radio de temps en temps. Donc, bien quand on fait une installation de ce type, bien vérifier que le produit émet porte fermée, c'est assez important. Ouais, le côté porte fermée est très important. Ouais. On a eu beaucoup de cas de clients qui testaient avec le FTD porte ouverte et qui pensaient que tout fonctionnait bien. Et une fois parti de l'installation, fermer la porte et s'en aller. Et là, oups, on doit réintervenir. Souvent, c'est ce qui coûte le plus cher dans un projet. On ne dira jamais assez. Bien préparer l'installation et bien qualifier les eaux sur site, c'est vraiment primordial pour être sûr d'intervenir qu'une fois. Et je pense que pour les ROI de projet, c'est vraiment le plus important, c'est d'être sûr qu'on a fait une installation et que c'est la bonne. On sait que c'est jamais toujours parfait, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et donc, le côté porte fermée a vraiment toute son importance. Au milieu, on a deux exemples de bundle Pulse qui, en fait, on propose des Pulse déjà raccordés avec un connecteur binder pour directement se plugger sur des compteurs de gaz qui ont des sorties binder. Voilà, donc ce qui est un peu un plug and play, on vient se câbler directement. Le produit est déjà paramétré pour fonctionner avec un compteur de type gaz.
Voilà. Exactement. Et ici, on peut voir que les produits ont été accrochés soit avec des colliers sur les conduits de gaz, soit on a pu percer un petit peu et mettre un bout de ride-in sur une paroi. Donc, voilà. Alors ici, des relèves de données électriques, donc des compteurs électriques mode bus. Donc on est venu directement positionner le mode bus dans l'armoire électrique. Bon, ça peut toujours aussi poser des problèmes de radio, mais ici, on a pu valider la qualité du signal. Donc il faut savoir qu'une liaison mode bus peut aller jusqu'à 1,2 km. Donc si vraiment on a des problèmes de radio dans une armoire électrique, on peut tout à fait déporter l'émetteur en dehors de l'armoire. C'est même ce que l'on conseillera en règle générale, c'est de déporter le produit en dehors de l'armoire électrique parce que souvent ces armoires sont en métal. Les chemins de câble et le métal, c'est pas top. Alors en l'occurrence, sur ces deux cas d'usage-là, les clients étaient en réseau privé sur site et donc avaient fait en sorte d'optimiser la couverture de ces points-là. Mais effectivement, on conseillera toujours plus de pouvoir mettre en dehors, si possible, de ce genre de caisson. Ici, des relèves de compteurs électriques. Donc, sur la photo de gauche, on a 3 tics positionnés en hauteur. Alors, ce n'est pas forcément la meilleure disposition d'avoir 3 produits collés les uns aux autres. Ils peuvent se perturber s'ils émettent en même temps. Du coup, on conseille de toujours les démarrer en décalage de phase, tout simplement, pour qu'ils aient, par exemple, qu'ils émettent toutes les 10 minutes chacun, mais jamais en même temps. Effectivement, en fait, ce que l'on appelle la collision en LoRa, c'est souvent le fait de communiquer strictement simultanément entre deux devices et que du coup, les trames peuvent se confondre et donc être mal interprétées. Et le fait de décaler les envois, en fait, évite ce phénomène. Bon, et à droite, un compteur Pulse positionné à côté de son compteur électrique. Une installation très compacte avec un Pulse. Alors, donc, suivi d'état de fonctionnement d'un caisson de ventilation. Donc ici, on a connecté un analogue et un delta P, donc en fait, avec 3 pinces hermétriques. Donc l'analogue a 2 entrées analogiques et le delta P en a une. Donc on a pu connecter donc, sur chacune des phases du caisson de ventilation pour faire un suivi de l'état de fonctionnement. En fait, si le courant passe ou si le courant ne passe pas, on sait valider si le caisson est en fonctionnement ou non. Exactement. Là, on ne le voit pas sur cette image parce que le delta P n'avait pas été encore câblé. Enfin, quand je dis câblé, c'est tubé plutôt. Les 2 tubes n'apparaissent pas, mais en fait, la supervision principale se fait avec le delta de pression et en fait, la discrimination de la panne électrique se fait avec les pinces ampéremétriques. Ici, on n'était pas forcément sur de la mesure de profil de courant ou de consommation, mais plus dans le fait de déterminer si la panne du caisson vient d'une panne électrique ou bien d'une panne moteur ou d'un accroissement, par exemple, du caisson. Donc ici, des exemples de contrôle de VMC ou de centrale de traitement de l'air. Donc en haut, on a une VMC avec 2 delta P qui ont été un peu décalés de la paroi métallique pour toujours les raisons radio qu'on a citées précédemment. En dessous, on a une relève d'un pressostat d'une piscine olympique. Donc, on vient mesurer directement les valeurs du pressostat pour faire doubler la donnée, en fait, tout simplement. Exactement. En fait, le pressostat, lui, a pour objectif d'envoyer une alerte lorsqu'un seuil est dépassé en termes de Pascal. Et notre produit a été positionné exactement au même endroit que le pressostat pour tout simplement envoyer la même information, mais à distance, parce que le pressostat, lui, était relié à une GTB en local et obliger le mainteneur à se déplacer quasiment de façon sur le bâtiment pour connaître l'état du pressostat. Alors que finalement, grâce à la radio, on a pu envoyer cette information à distance et lui éviter des coûts de déplacement supplémentaires. Voilà. Et à droite, donc une autre VMC avec des delta P, où ici un problème pouvait se poser au niveau du positionnement des produits. Donc il faut savoir que c'est sur un toit dans le sud de la France, donc possiblement des températures très élevées. Donc on a pu positionner, enfin le client nous a proposé de positionner nos produits sous un bardage qui était déjà présent au-dessus de la VMC, mais nous on avait peur que ça nous pose des problèmes de radio étant donné que le bardage est complètement métallique. Mais bon, comme vous pouvez voir un peu sur la photo, on voit qu'il y a un peu des trous dans le bardage. Au final, les essais radio ont été concluants, donc on a pu positionner les produits à l'ombre. Et notre produit s'en est bien sorti parce que avec les variations de température, il n'aurait peut-être pas forcément aimé être en plein soleil.
Alors, ici, la relève de température humidité, donc avec le Comfort qu'on a montré tout à l'heure. Ici, on est dans un amphithéâtre de Minatech. Donc, on a positionné un produit en haut de l'amphithéâtre et un produit en bas de l'amphithéâtre, parce qu'il faut savoir que le delta de température était très élevé de la pièce. On peut voir sur la photo de bas, on a positionné le produit Comfort juste à côté d'un produit qui existait déjà en local, enfin d'un thermostat déjà en local, pour tout simplement que la société de maintenance puisse avoir accès à la donnée en dehors du bâtiment, parce que sinon la donnée n'était disponible qu'à l'intérieur du Exactement, même tel que pour le Delta P, c'est que la donnée était reliée à une GTB ou en tout cas un système centralisé en interne. Pour des raisons de sécurité de la donnée et aussi d'accès à l'extérieur, la maison Minatech faisant partie du CEA et étant extrêmement restreinte en termes de sécurité, le prestataire devait se déplacer sur site pour connaître ces informations-là. Il a eu l'autorisation de positionner des capteurs Smart Building pour cette partie relève de la température, et on le verra par la suite pour le motion, pour la suivi d'occupation, ce qui lui a permis en fait d'avoir cette donnée à distance. Alors ici, dans des sanitaires, toujours chez Minatech, nous avons installé un produit motion pour vérifier la luminosité et la présence dans les sanitaires. Ici, une option qui a été assez intéressante, c'est que en fait, tous nos Smart Building disposent d'un bouton, et nous avons pu remplacer la feuille de passage du personnel sanitaire, du personnel de nettoyage, pardon, par un appui bouton pour valider leur passage, tout simplement. Donc, Exactement, c'était l'entreprise prestataire qui souhaitait tester cette fonctionnalité-là sur nos produits. Alors, il y a le petit bouton qui est ici, mais on aurait pu très bien imaginer mettre un autre bouton poussoir en dessous via l'entrée Tor qui est disponible sur nos capteurs. Et en fait, elle voulait tester la faisabilité d'enlever à terme les fiches qui sont positionnées à côté de façon manuelle et de les remplacer par un appui-bouton d'acquittement de passage. Ensuite, donc notre bundle ouverture de porte. Voilà. Alors normalement avec un dry connecté contact. avec un dry contact. Ici, nous on l'a avec un produit motion. Donc sur la photo en haut à gauche, donc c'était dans une salle de réunion modulable avec des portes modulables. Donc on venait en fait mesurer les préférences tout simplement des collaborateurs en termes de positionnement de la salle de réunion. Donc on voit que le produit en fait a été positionné directement dans le faux plafond, et l'installateur l'avait calé à la verticale et le produit est tombé. Exactement. En fait, donc l'installateur avait positionné le produit comme il pouvait à la verticale. Il s'avère que les collaborateurs, en faisant bouger les parois pour changer la disposition de la salle de configuration, ont fait tomber le produit à l'intérieur. Et il s'avère que la connectivité s'est quasiment arrêtée, voire était inexistante. Et donc, ça a nécessité une nouvelle intervention sur site pour redresser le produit et le fixer correctement. Alors, vous pensez bien que sur une installation, sur un site, se déplacer juste pour redresser un produit, c'est quand même vraiment pas très rentable. En l'occurrence, là, ça faisait partie d'un projet plus large sur lequel on devait réintervenir pour de toute façon disposer d'autres produits. Donc, on va dire que c'était dans le même cadre qu'on a dû le faire. Mais pour un projet, si on doit se revenir juste pour remonter un produit, c'est quand même extrêmement dérangeant. À côté, on a quelques exemples aussi de détection d'ouverture de porte avec le capteur toujours positionné un peu en hauteur. Voilà, pas grand-chose de… Du mieux qu'on peut, ouais, ici en tout cas. Et enfin, donc ici on a fait de la relève d'alarme dans une station-service. Donc en fait, on vient relever un système d'alarme de fuite de cuves de pétrole, et on vient doubler cette information avec des dry contact. Tout à fait. Ici, oui. On n'aurait pas préconisé de mettre les trois capteurs les uns sur les autres. C'était un peu le même discours que pour le TIC tout à l'heure. Nous, on aurait préconisé potentiellement d'allonger en fait les câbles pour les disposer potentiellement à une distance un peu raisonnable, on va dire, des capteurs. Mais néanmoins, après discussion avec le client, en fait, il s'avère que c'est des produits qui fonctionnent sur alarme. On parle de dry contact en fait ici, hein, et l'objectif étant de remonter les indicateurs lumineux à distance
de ces alarmes-là, le client nous a assuré que la probabilité que toutes ces cuves de fuel essence, il me semble, tombent en alarme en même temps était peu probable, ou en tout cas, le jour où ça arriverait, ça serait extrêmement problématique. Oui. Donc, en fait, pas. Voilà, et que du coup, pour ça, il n'y avait pas de problème en fait à positionner les capteurs comme ceci, parce qu'en fait, ils n'allaient jamais théoriquement déclencher en même temps. Voilà pour les exemples. On espère qu'on a pu couvrir un certain nombre d'applications qui vous concernent. Si vous avez des questions, je vois qu'il y en a dans le chat. On y répondra juste après le décodage. En tout cas, on essaiera d'y répondre à toutes. Juste après la partie décodage. Pour la partie décodage, deux solutions. La première, toute simple, c'est d'utiliser notre documentation. J'en parlais tout à l'heure. Vous avez les Technical Reference Manual qui décrivent l'intégralité de nos trames. Hein, j'en parlais juste avant. Mais l'outil qui nous paraît plus important de vous décrire aujourd'hui, c'est la partie plateforme Adonis Codec, qui est en fait un outil de décodage en ligne qui vous permet par exemple de sélectionner un motion. Là, on a un exemple de trame qui est proposé. Et quand on clique sur décoder, cela vous donne des informations. Vous pouvez bien évidemment copier-coller vos propres trames. Alors là, cette interface-là est bien sûr utile que plus pour du décodage et du test individuel. Hein. On n'est vraiment pas sur une solution pour une infrastructure avec beaucoup de produits. Hein. Ce n'est pas l'objectif. Pour cela, on a plutôt la partie téléchargée où vous trouvez à disposition en fait la librairie de codec entière qui, elle, vous permet d'intégrer cette librairie en JavaScript directement à votre plateforme, à vos outils pour faciliter leur intégration. On a proposé également des plugins pour différentes typologies de réseaux. On va parler ou de protocoles de communication. On parlera du Node-RED où typiquement on a proposé une adapté au Node-RED embarqué dans les multitech conduits qui sont notamment proposés dans nos toolbox. Voilà, donc dans cette page-là, vous retrouvez vraiment, on va dire, la librairie la plus intéressante puisqu'elle vous permettra d'accélérer la phase d'intégration de nos capteurs dans vos projets. Voilà, donc c'est quand même extrêmement important. On arrive au bout de cette présentation. Je vais essayer de prendre les questions au fur et à mesure pour qu'on puisse vous répondre et amener quelques questions, quelques réponses supplémentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, et même à terme d'en poser. Voilà, vous avez sales@adonis.com. Il n'y a pas de problème. On se fera un plaisir de répondre même a posteriori à l'intégralité de vos questions. Et si vous avez des questions techniques, bien sûr, vous avez le Freshdesk aussi. Voilà, Helpdesk, qui est une plateforme de ticketing. En fait, vous pouvez ouvrir des tickets et Théo et Nicolas se feront un plaisir de vous répondre sur cet outil-là. Alors, je vois, effectivement, on a cité des réseaux privés opérés au préalable. C'était absolument pas exhaustif. Hein, il en existe beaucoup. WhatsApp en fait partie, évidemment, pour de la gestion en local. Je vois qu'il y a une question aussi sur nos produits Pulse. Alors, effectivement, le produit qui a été proposé avec Binder pour les gaz est un produit ATEX, certifié zone 1. C'est une certification faite en laboratoire hein, et faite sur l'intégralité de la chaîne, ce qui permet de nos produits d'être au plus proche des compteurs de gaz, ce qui est extrêmement important quand on connaît les risques liés à la sécurité sur ces sujets-là. Donc oui, le capteur Pulse est lui proposé dans sa version ATEX zone 1. L'antenne du FTD, oui, on en parle. Donc, le FTD, il a été mis à jour récemment avec une nouvelle version. Pour certains, vous l'avez peut-être vu, quand vous allumez le FTD, maintenant, vous avez un écran qui est dit simplifié. Avec qui permet... graphe. Voilà, avec des graphes comme sur vos téléphones hein, pour connaître en fait la qualité du radio de front simple. Cette nouvelle version en fait de firmware comporte un mode antenne intégrée qui est paramétrable directement via l'IoT configurator, donc pas directement via le produit, mais il faut brancher, comme le montrait tout à l'heure Théo. Et ce mode antenne intégrée a pour objectif de simuler le comportement d'un capteur Adonis avec antenne intégrée ou un capteur bien sûr concurrent si nécessaire, et du coup de simuler en fait une diminution en fait de l'efficacité de l'antenne parce qu'effectivement le FTD a une antenne un peu plus importante que ce que peuvent avoir des antennes PCB comme on le retrouve dans nos produits. Ensuite, en parallèle de ce mode-là, je le rajoute, on a mis ce mode-là qui lui permet
mais vous pouvez vous-même paramétrer à travers l'IoT configurateur les puissances d'émission, le SF, forcer le SF par exemple, etc. Ce qui vous permet de vous mettre dans le contexte aussi de certains de vos produits. Si vous savez que vos produits émettent, je ne sais pas, à 10 dB par exemple, vous pouvez forcer d'émission à 10. Et si vous savez que vous êtes sur un réseau, que vous voulez qualifier le réseau en SF12 ou à l'inverse en SF7, vous pouvez également le paramétrer dans la nouvelle version du FTD en LoRa. Voilà, donc ça peut être extrêmement important. On revient au Pulse. Les produits sont-ils toujours sur piles lithium soudées? C'est le cas uniquement des Pulse en fait. Voilà, c'est le cas pour les Pulse. Ce n'est pas le cas pour le reste de la gamme. Le reste de la gamme sont tous sur des piles à minima amovibles. Et maintenant, sur tous les nouveaux produits, on a des packs piles FANSO qui sont connectorisés et qui permettent en fait une meilleure pérennité dans le temps de la gestion de la batterie. Et en fait, j'ai envie de dire, même le Pulse, on est en train de travailler sur la version IP68 qui arrivera courant de l'année prochaine. Et cette version IP68 sera avec la pile connectorisée, comme vient de le montrer Théo, par exemple, sur les Comfort. Donc ça, voilà, il faut savoir que le dernier à la gamme à avoir une pile soudée est le Pulse, effectivement, aujourd'hui, et que d'ici 2021, ce ne sera plus le cas. On parle des plages de température d'utilisation des produits. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, notamment, par exemple, pour le toit. Alors, ça va dépendre des produits, mais la plupart sont tous à -20 plus 60 degrés. Pour les gammes industrielles, ce qu'on appelle la gamme industrielle chez nous, c'est les boîtiers gris, peu importe leur taille. Et par contre, pour les boîtiers blancs, vous serez plutôt sur une plage -20 plus 30, si je ne me trompe pas, ou -20 plus 60. Il faut regarder dans le user guide, je l'ai. Oui, voilà. En tout cas, c'est marqué dans nos user guide, mais la plage est légèrement plus petite pour ces boîtiers-là qui sont en fait, pour des raisons évidentes, sur des boîtiers qui sont concernés par l'intérieur des bâtiments, là où ça sont des plages un peu plus importantes car peuvent être mis dans des environnements un peu plus complexes. Alors, on est d'accord. Je vois une question sur le Node-RED embarqué dans les multitech. C'est justement pour ça que je l'ai précisé. On a fait une librairie qui est dédiée à cette version-là, justement parce que l'autre plugin qu'on avait proposé, enfin l'autre interface qu'on avait proposée pour Node-RED était sur les versions récentes de Node-RED et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas compatible avec la version multitech. C'est pour ça qu'on a déployé une nouvelle version dédiée à multitech et à cette version Node-RED. Donc, je confirme que cette version, si vous prenez spécifiquement la librairie téléchargée pour multitech, elle sera compatible avec nos produits. Mais voilà, il faut bien prendre la bonne parce que sinon, on a effectivement une version qui est largement antérieure aux versions récentes de Node-RED, si on peut dire ça comme ça. Peut-on installer des répéteurs pour les capteurs à remonter sur ObjNews? Alors, les répéteurs, ça ne serait pas des répéteurs, ça serait la COD, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure. Nous, on fabrique des répéteurs, mais uniquement pour Sigfox. Donc, voilà. Alors, en fait, il faut savoir que nous, on a créé un répéteur pour Sigfox. Il existe aujourd'hui un répéteur en LoRa Orange qui a été fait par un de nos confrères, si on peut dire ça comme ça. Et on a, par contre, en ObjNews aujourd'hui, à notre connaissance, que la COD, qui est une offre de gateway avec en fait, un abonnement, il me semble, complémentaire, qui permet une infrastructure en local pour étendre la portée du réseau ObjNews sur site. Je crois qu'on arrive au bout des questions. N'hésitez pas, si vous en avez encore, on peut encore répondre à quelques-unes. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Et puis sinon, comme on le disait juste avant, il y a le support Adonis à travers la plateforme Helpdesk disponible sur notre site web. Vous avez sales@adonis.com pour toute question relative aux produits et à leur installation. Ce que l'on voulait passer comme message aussi, c'est que c'est important, avant de contacter le service support, effectivement, de bien prendre connaissance de la documentation. Souvent, ça aide de prendre connaissance des firmware qui sont embarqués dans vos produits parce que ça permet notamment au support de savoir de quel firmware on parle et donc pour eux d'avoir un support qui soit adapté. Le numéro de série aussi peut être très important. Le numéro de série, voilà. Permet de retrouver toutes ces informations, en fait. Exactement. Et un autre message que l'on voulait faire passer, c'est que si vous avez besoin d'accompagnement pour vos installations,
accompagnement. On propose différentes solutions chez Adonis pour accompagner sur site. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement distant, Théo et Nicolas se font un plaisir de vous accompagner lorsque vous avez besoin. Par contre, il faut anticiper. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille avec une plateforme de tickets qui ne fait pas forcément n'est pas forcément une interface en direct, si on peut dire ça comme ça, qui nécessite un petit peu un temps de calage. Et donc, par rapport à ça, on n'a aucun souci à faire en sorte que Théo et Nicolas soient disponibles lors de vos installations pour vous accompagner. Par contre, il faut un peu anticiper. Si vous savez que vous avez une installation à faire, par exemple, dans 15 jours, d'ouvrir un ticket, de mentionner que vous avez une installation et que vous souhaiteriez l'aide et l'accompagnement de Nicolas ou de Théo, et qu'elle est à telle date. Et du coup, ils se feront un plaisir d'être disponibles et de se rendre joignable pour pouvoir vous accompagner à ce moment-là, qui peut être effectivement, comme on l'a vu aujourd'hui, un moment clé dans la pérennité d'un projet IoT LPWAN. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent dans le chat. Donc, on va arriver au bout de ce webinaire. On espère qu'il vous a plu, qu'il a pu répondre à certaines de vos questions. Le replay sera bien évidemment disponible à la suite et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous et bonne journée. Merci.